Bonjour mesdames et messieurs, au micro Léon Weinstein, ville de Los Angeles, Californie. Aux États-Unis, dès la confiance de la population envers le président explose. Rappelez-vous, s'il y avait à New York une certaine Laetitia James qui accusait Trump de fraude lors de l'obtention d'un prêt hypothécaire, il s'est avéré qu'elle-même trompait sur l'hypothèque et l'unité. Bonjour Let. La raison de la signature rapide par la Chine de la réduction des impôts, la conversation de Trump avec Netanyahou et les tentatives de Trump de reconstruire le monde. Tous ces sujets, nous allons les discuter avec vous dans cette vidéo, mais commençons par Sozi et par le rapport de Trump. Au Forum des investisseurs du Moyen-Orient, Trump s'est envolé pour obtenir les investissements de Sozi, qui avait déjà promis 600 milliards, mais cela lui a semblé insuffisant. Il veut qu'on lui donne 1 trillion. Vous vous rendez compte de ce chiffre? Oui, il va obtenir 1 trillion, messieurs. Abonnez-vous pour ne pas manquer les vidéos quotidiennes. Et si cela vous intéresse, écoutez et regardez plus que la vidéo quotidienne 6 fois par semaine. Je comprends ainsi. Oui, parce que le dimanche, je fais une émission en direct. Eh bien, là, pendant une demi-heure, je réfléchis un peu à des sujets plus philosophiques. Puis je réponds aux questions. Donc, si vous voulez avoir plus que... Voici une vidéo par jour, alors pour 4 $ par mois, vous pouvez devenir sponsor et alors des vidéos supplémentaires, des vidéos réservées aux sponsors, vous seront accessibles. D'accord, l'arrivée de Trump en Arabie Saoudite s'est déroulée comme une fête nationale. La suite arrive. C'est le président Trump accueilli personnellement par le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, qui, rappelons-le, a ignoré Biden lors de sa dernière visite officielle en Arabie Saoudite. À l'époque, il avait délégué l'accueil de Biden à son arrivée à un subordonné. Cette époque est révolue. Le prince héritier a organisé pour le président Trump une cérémonie d'accueil somptueuse, marquant l'avènement d'une nouvelle ère de civilisation, d'un âge conservateur renaissant, repensé autour de la nation, de la culture et des traditions. Pourquoi Sunni? Est-ce qu'il est seul? 2 milliards de musulmans ressentent cela envers Trump, parce que Trump ne ment pas. B. À ceux qui diront ici, Trump exagère tout le temps, messieurs, il invente des choses, il fait ceci, ce n'est pas toujours ce que j'aime non plus, pour être honnête, mais il ne ment pas. Si vous ne saisissez pas la différence, c'est problématique. D'accord, il ne ment pas, il ne veut pas de guerre et il veut une amélioration du bien-être mondial. Nous avons découvert un président aussi étrange. Donald Trump veut arrêter les guerres contre Israël, il a déjà commencé. Cela s'appelle l'accord d'Abraham. Il veut empêcher l'Iran de mener des actions terroristes constantes. Pour cela, il pense qu'il faut exercer une pression économique, les mener à la faillite s'ils ne comprennent pas où il est avantageux d'aller et leur faire comprendre qu'une révolte pourrait éclater à l'intérieur de leur pays. Il veut couper la Chine du Pakistan, la Chine qui a elle-même déclenché des actions militaires en ce moment initiées par le Pakistan contre l'Inde. Trump veut arrêter le massacre en Ukraine, l'Arabie Saoudite non plus ne veut pas la guerre. Ils veulent commercer, ils veulent recevoir leurs revenus fabuleux, le pétrole évidemment, et investir dans la technologie, des investisseurs extrêmement performants. Ils ont déjà souscrit, comme je l'ai déjà dit, à 600 milliards de dollars. C'est un investissement dans la haute technologie américaine. Donald Trump veut engager 400 milliards de plus, soit 1 billion au total comme je l'ai déjà mentionné. Les critiques de Donald Trump affirment que les électeurs ont cessé de faire confiance au président, qu'ils sont indignés par ses taxes douanières. Écoutons Michael Mitchell de Rasmussen, je vous ai déjà parlé de lui et de Rasmussen. Rasmussen est sans doute la seule ou presque la seule organisation de sondage d'opinion qui, depuis 10 ou 12 ans, donne des résultats corrects.
Depuis 8 ans, elle est considérée comme la plus précise pour évaluer l'état d'esprit du peuple. Parce qu'au début, tout le monde les critique et dit qu'ils mentent, mais ensuite, quand tout est terminé, en regardant en arrière, il s'avère qu'ils sont les seuls à ne pas avoir menti. Le nombre d'Américains de McShaw qui, selon eux, pensent que le pays va dans la bonne direction vient d'atteindre un maximum en 20 ans, un record de 49%. Actuellement, Rasmussen suit quotidiennement les sondages sur la question de savoir si le pays va dans la bonne ou la mauvaise direction. Depuis 2 décennies, il dispose d'une énorme quantité de données sur cette question. En revenant à l'année 2004, à la fin du premier mandat de George Bush-Mladschi, Mark dit que nous n'avions tout simplement jamais vu de tels chiffres. Concernant la bonne direction, J'explique. À la question de savoir si nous allons dans la bonne direction, beaucoup de gens disent « Eh bien, voilà une chose qui ne me plaît pas. » En fait, il aurait fallu faire quelque chose différemment. Voilà. Au cours des 20 dernières années, il me semble qu'il n'y a jamais eu un seul cas où 49% des personnes interrogées ont répondu joyeusement « oui, ça leur plaît ». Cette question n'a été posée que pendant 20 ans. Avant cela, elle n'était pas posée. Et voilà, pour la première fois, on peut dire que 49%, c'est-à-dire, pour la première fois, plus de personnes ont répondu « oui » que de personnes qui ont répondu autrement, disons-le ainsi. nous avons remarqué les premiers signes de cela en février quand Mark a publié cela, pour la première fois en plus de 20 ans de réalisation de ce sondage. L'indicateur de la bonne direction a dépassé celui de la mauvaise direction. C'est une question, les autres. Un sondage réalisé juste après déclaration d'achat a montré des chiffres tout simplement incroyables. Je veux dire, 77% des électeurs ont soutenu le plan de Trump visant à réduire les dépenses publiques, la fraude et les abus. 77% ont soutenu sa politique à la frontière sur les questions d'immigration. 73% ont soutenu sa position sur la question de la Russie et de l'Ukraine. 68% ont dit que le discours leur a donné espoir et fierté. 68% ont déclaré que Donald Trump avait un plan clair pour lutter contre l'inflation. 68% ont noté qu'il a décrit avec précision la crise de la criminalité en Amérique. 63% ont déclaré qu'il s'est concentré sur les questions qui leur tiennent vraiment à cœur. Je veux m'adresser à ceux qui crient « Pas un pouce de terre ukrainienne, la guerre jusqu'à la victoire ou la mort des enfants des autres ». C'est à eux que je parle. 73% des Américains soutiennent Donald Trump dans son refus de fournir des armes à l'Ukraine, non pas parce que Trump ne veut pas aider l'Ukraine, mais parce qu'il ne veut pas la poursuite de la guerre. Eh bien, cela veut dire qu'il nous reste encore à supporter leur sale tour. Les bien-pensants russophones rapportent ensuite que Donald Trump ne collecte pas assez d'argent par les impôts, en accordant des faveurs à certains milliardaires qui, d'ailleurs, soutiennent principalement les milliardaires. Le Parti démocrate vient tout juste de faire le message suivant. Reuters rapporte que l'excédent budgétaire des États-Unis a fortement augmenté en avril et s'est élevé à 258 milliards de dollars. En effet, vous avez bien entendu, j'ai dit cela. L'excédent budgétaire est de près de 260 milliards de dollars rien que pour le mois d'avril. Et dans une large mesure, c'est grâce aux tarifs. Autrement dit, les arguments de la gauche viennent soit d'une incompréhension des chiffres où l'un a un plus, l'autre a un moins. Et ils ne prêtent pas attention à ces bêtises, soit ils « vous n'allez pas me croire maintenant », soit ce sont des menteurs, des trompeurs, des imposteurs et des escrocs. Et vous, qu'en pensez-vous? Sont-ils des idiots ou des escrocs? Ils sont de gauche par exemple, ils publient et croient de même à ce qu'ils écrivent. Tout ce que faisaient les médias traditionnels dans ce processus, c'était simplement essayer. Comme on dit, la pluie a gâché la fête. Il vaudrait mieux dire qu'elle a gâché l'ambiance. Mais tout ce qu'ils font, c'est passer tout leur temps et leur énergie à créer ces sondages absurdes, des faux grossièrement fabriqués, affirmant que Donald Trump perdrait soi-disant rapidement du soutien. Ce sont les pires chiffres depuis un siècle entier. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas affirmer que Donald Trump connaît une chute de popularité. Et en même temps, les indicateurs selon lesquels le pays avance dans la bonne direction atteignent leur maximum depuis 20 ans. C'est une contradiction en soi et quelqu'un ici se trompe clairement.
C'est ce que dit le docteur Steve Turley. Il est auteur, conférencier. Son livre Fight est maintenant disponible sur Amazon et dans les magasins. Turley fait sensation. Comment peut-on simplement affirmer quelque chose qui est directement contraire à la vérité alors qu'il est facile de le vérifier ? Il est difficile de comprendre comment quelqu'un peut mentir aussi facilement alors qu'il est si simple de vérifier ses propos. Il ne réalise pas que la plupart des gens ne vérifieront jamais rien au cours de leur existence. Voilà apparemment les consommateurs de produits douteux, donc avariés, ne vérifient pas. Ils sont stupides. Et c'est justement là-dessus que compte la propagande qui fonctionne sur eux. Mais comment pouvons-nous affirmer qu'ils mentent et que nous, soi-disant, disons la vérité, hein ? Après tout, on peut dire la même chose de vous, vous mentez aussi, non ? Il existe un moyen très facile, vraiment facile de regarder en arrière. Ils se sont trompés littéralement tout le temps, encore et encore et encore. Ils montraient constamment que Kamala avait 2, 3, 4, 5 points d'avance sur Trump. Maintenant, nous savons, d'après ses propres sondages internes, que ses propres gens l'ont admis peu de temps après les élections. Maintenant, nous savons qu'ils savaient qu'ils n'ont jamais été en tête. La question est, le savaient-ils? Et il y avait des signes évidents lorsqu'ils ont paniqué à cause des élections au Sénat, surtout dans le Wisconsin. Là, il y avait une panique évidente, ce qui montre qu'ils savaient, d'après leurs propres sondages internes pour lesquels ils ont payé beaucoup d'argent, qu'ils n'ont jamais été en tête. C'est-à-dire que toutes ces organisations savaient que Trump gagnait, mais à nous, ils disaient que Kamala était en tête, qu'elle allait gagner à 100%, qu'elle allait gagner à 100%, alors qu'ils savaient qu'elle perdait à 100%. Et qu'est-ce qu'on vous a dit ? Donc soit ils sont stupides, soit sournois, parfois russophones qui parlent tout mal, des peaux à oreilles. Donc tous ces centres de sondage nous mentent simplement. Encore une fois, ils ne se trompent pas simplement, ils se trompent de façon colossale et toujours en faveur du démocrate. Ce n'est pas une coïncidence. Ils se trompent de 4, 5, 6%. En particulier qui, grâce à Dieu, a été privé de financement par l'administration Trump. Chez eux, Kamala menait d'environ 5% la veille de l'élection. Se sont-ils déjà excusés ou ont-ils reconnu leurs erreurs? Bien sûr. Non, bien sûr. Non. C'est justement parce qu'ils accomplissent leur travail. Leur travail n'est pas de mesurer l'opinion publique. Leur travail est d'essayer de la manipuler. Tout à fait exact. Leur travail n'est pas de vous raconter honnêtement et d'expliquer, mais de vous tromper, de vous manipuler en servant leurs propres intérêts. Là-bas, ce sont des pièces d'argent ou des pièces d'or. Je ne sais pas ce qu'ils utilisent ou en quoi consiste aujourd'hui le paiement. Je veux vous réjouir, ou peut-être vous faire rire. Vous vous souvenez du procès contre Trump à New York ? Il a été accusé d'avoir, en publiant une brochure affirmant que son immeuble valait tant de dollars, trompé la banque et ainsi obtenu un prêt de la banque. Ils ont appelé la banque a dit « Non, mais qu'est-ce que vous racontez ?» Nous avons vérifié nous-mêmes sans y accorder d'attention. Nous sommes très heureux d'avoir donné, nous avons tout reçu en retour et nous voulons donner à M. Trump autant que possible et quand il le souhaite. Trump a affirmé que l'évaluation était correcte et s'est interrogé sur les reproches qui lui ont été faits, soulignant que personne n'avait souffert. Mais Letitia James, la procureure générale de New York, a exigé une amende d'1 demi-milliard et le tribunal a dit oui. L'affaire sera bien sûr annulée en appel, mais la discussion ne porte pas sur l'affaire, mais sur Letitia. Maintenant. Elle a été prise à de multiples reprises en train de tromper lors de l'obtention de prêts pour l'achat de biens immobiliers. C'est-à-dire exactement ce dont elle essayait, sans succès, d'accuser Trump, alors qu'elle faisait la même chose tout ce temps. Elle pensait probablement qu'elle, au moins, ne se ferait jamais prendre. Eh bien, maintenant c'est officiel. L'affaire a commencé. Ce procès contre Letitia James a vraiment lieu. Mesdames et messieurs, nous apprenons que les premières convocations ont déjà été envoyées par le tribunal de l'Est en Virginie. Nous avons tous les détails. Ensuite. Letitia possède une maison en Virginie, qu'elle a enregistrée à son nom et soi-disant au nom de son mari.
Quand tu déclares que vous êtes un couple et que vous travaillez tous les deux, ça permet d'obtenir de meilleures conditions de prêt. Mais il s'est avéré que l'homme qu'elle a inscrit comme mari, c'est en fait son père, qui possède un autre logement, un bâtiment, une maison dans laquelle il vit. De plus, lorsque les gens déclarent que c'est leur lieu de résidence principale, les conditions de l'hypothèque s'améliorent. Parce qu'une personne s'accroche toujours à la dernière chose, essaye de payer quand il s'agit de sa famille. Quand il y vit, c'est son lieu de résidence principale. Et il s'est avéré qu'elle avait plusieurs lieux de résidence principaux, ce qui, comme vous le comprenez, est contraire à la loi. Letitia James est désormais officiellement sous les projecteurs. Le tribunal du district Est de Virginie, comme nous l'avons appris, délivre des convocations dans l'affaire sur une fraude présumée avec Hypothèque. Oui. C'est assez surprenant, c'est un vrai coup du destin si on y réfléchit, parce que cela entraîne des conséquences très, très graves pour Letitia James. Je veux dire, elle pourrait se retrouver dans une prison fédérale pour une durée allant jusqu'à 30 ans si elle est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés. Il y a une maison en Virginie, à Norfolk, Virginie, qui, selon elle, elle voulait faire sa résidence principale. À cette époque, en tant que procureure générale de New York, elle ne pouvait pas l'utiliser comme résidence principale. Lorsque vous faites une demande pour un tel prêt immobilier fédéral, vous devez être en règle avec la loi. Sinon, comme elle, vous pouvez être accusé de fraude envers le gouvernement fédéral, ce qui entraîne de lourdes sanctions. Donc, encore une fois, le tribunal de l'Est de la Virginie délivre ces assignations du grand jury. C'est très, très grave pour Letitia James, juste pour vous donner une idée de la gravité de la situation. Vous avez entendu dire que cela peut entraîner jusqu'à 30 ans de prison, car les fausses déclarations pour obtenir un prêt garanti par le gouvernement fédéral sont strictement interdites, tout comme les fausses déclarations au gouvernement en général. Dans ce cas, elle essaie d'obtenir un prêt, elle a fait de fausses déclarations, et pour cela, la peine prévue n'est rien d'autre que 30 ans d'emprisonnement. Donc peut-être 30 ans de prison. Voilà à quoi tout cela peut mener. Pour ce qu'elle a fait, elle peut écoper de jusqu'à 30 ans de prison. Eh bien sûr, elle n'aura pas 30 ans, mais même une petite partie de ces 30 ans serait remarquable. Letitia, ma chérie, écoute, tu risques 30 ans de prison. C'est tout simplement incroyable. Et c'est bien là toute l'ironie de la situation, non? Car elle a tenté d'accuser Donald Trump pour des faits similaires. Mais là, c'était un accord privé, il n'a en fait pas utilisé de fonds fédéraux, mais elle essayait, tu sais, de faire rentrer un carré dans un trou rond, en cherchant désespérément un moyen de le coincer. Et les juges qui ont examiné cette affaire en cour d'appel, on était là, oui, mais où est la victime? Donc, où est ta victime ici? À la cour d'appel, on a demandé à Letitia, et pour Trump qui a été lésé parce que la banque lui a accordé un prêt. Qui a souffert à cause de cela? C'était une question piège, car dans la situation avec Trump, personne n'a été lésé. Dans la situation avec Letitia et ses affaires et ses maisons, elle a frauduleusement trompé l'État. Et c'est pour cela que l'État la juge. Dans les affaires de Marosia, en général, les gauchistes accusent toujours les autres, d'autres partis, de ce qu'eux-mêmes ont imaginé ou font. Mais maintenant, les gauchistes doivent, d'une certaine manière, justifier Letitia. C'est correct? Je dois demander. Selon des informations récentes, le ministère de la Justice a ouvert une enquête pénale concernant des transactions immobilières dans lesquelles vous seriez impliqué. Je ne l'affirme pas, mais j'aimerais savoir si vous avez déjà reçu une notification officielle à ce sujet. Non, absolument pas. Ces accusations contre Jen sont sans fondement, elles ont été discréditées et réfutées. Une lettre a été préparée par mes avocats qui a été envoyée à Pam Bondi, la procureure générale des États-Unis. Et il est regrettable que le président Trump m'ait attaqué publiquement il y a quelques jours et qu'en conséquence, il ait donné le signal au ministère de la Justice et au Federal Bureau of Investigation que je devrais être prise pour cible. Vous voyez, ce n'est rien d'autre que la continuation de sa vengeance, de sa représaille. Et voilà, il est enfin arrivé au nom de famille, commençant par la lettre première. C'est pourquoi je suis prête à répondre à ces attaques infondées par des faits. C'est avec les faits
qu'il risque de s'envoler. Vous vous en souvenez ? 4 jours après que le juge a ordonné à Donald Trump de payer 355 millions de dollars pour une décennie de fraude, la procureure générale de l'État de New York... S'il n'a pas les moyens de payer la somme fixée par la décision de justice, alors nous chercherons à appliquer les mécanismes d'exécution forcée de la décision au tribunal. Et nous demanderons au juge de saisir ses actifs. Cette saga touche à sa fin. Qu'est-ce que ces créatures n'ont pas fait ? Parayem est responsable de ses actes et de ses crimes. Revenons aux affaires internationales. La flamme s'élève à 15 mètres dans le ciel nocturne lorsque la prochaine usine chinoise brûle. Ce n'est pas un accident isolé. C'est déjà le 4e grand incendie industriel ce mois-ci dans la province du Zhejiang. Les ouvriers luttent pour leur salaire et incendient l'usine. Cette tendance pourrait se répandre dans toute la Chine. Des manifestations éclatent en Chine, les ouvriers et usines exigeant le paiement des salaires dus. C'est une conséquence directe des droits de douane massifs sur les importations chinoises imposés par le président Trump. Comme conséquence directe des droits de douane américains et de la riposte à ceux-ci, le Parti communiste chinois, la Chine brûle. Cette année, dans plusieurs régions, les ouvriers recourent à des mesures extrêmes pour obtenir leurs salaires impayés. Et savez-vous ce qu'il crie ? Il crie « Si dégage !» Il semble que Xi Jinping refuse la guerre commerciale. Trump vient d'annoncer que la Chine a accepté d'ouvrir complètement ses marchés aux entreprises américaines. Bien sûr, cela ne signifie pas nécessairement que la Chine le fera vraiment, mais c'est certainement une bonne première étape dans les négociations. La raison pour laquelle la Chine est prête à faire un pas aussi radical est simple et évidente. Récemment, il a annoncé qu'il comptait quitter la Chine et transférer sa production en Inde. Mais cette démarche n'est qu'un microcosme d'une tendance plus large qui se produit actuellement. Les entreprises, en particulier les entreprises étrangères et les capitaux étrangers, quittent massivement la Chine. Et le Parti communiste chinois ne peut pas se permettre de prolonger cette guerre commerciale pendant que cela se produit. Parce qu'une fois que les entreprises décident d'ouvrir une usine ailleurs, elles ne reviennent plus. Et c'est précisément cela qui effraie le Parti communiste chinois. Passons maintenant aux négociations sur la guerre commerciale. Mais voici encore des détails sur les entreprises qui partent. Elles ne sont plus là, elles ne sont plus là. Coca-Cola n'est plus là non plus. Coca-Cola n'est plus là non plus. Parti, Coca-Cola est parti, et aussi parti, et Microsoft est aussi parti. De nombreux commentaires sous ma dernière vidéo suggéraient que les marques étrangères devraient quitter la Chine. Mais avez-vous réfléchi aux implications d'un tel retrait ? Si les marques étrangères partent, nos marques nationales augmenteront les prix d'au moins 100%. L'une des 4 plus grandes entreprises mondiales de négoce de céréales, une société américaine, prévoit de cesser ses activités commerciales intérieures en Chine. Cette nouvelle me donne des frissons. Le secteur ne semble pas optimiste et il est difficile d'attendre des améliorations dans un avenir proche. Les effets de l'escalade de la guerre commerciale sino-américaine commencent à se faire sentir. De plus en plus de personnes apparaissent devant nous. Le retrait des capitaux étrangers s'accélère sous nos yeux. Ces entreprises, avec une longue histoire, après plus de 10 ans d'activité, partent tout simplement lorsqu'elles décident de le faire. Actuellement, le marché se contracte, le capital étranger se retire, la consommation est faible et les exportations en souffrent. Ce n'est que le début. Quand les entreprises étrangères partiront, les difficultés seront inimaginables. Autrement dit, la Chine, le Parti communiste et sa direction ne peuvent se permettre d'attendre. C'est pourquoi ils ont exigé une rencontre immédiate avec les Américains, c'est pourquoi ils ont accepté d'annoncer qu'ils allaient en laisser les États-Unis entrer sur le marché. Ils ont admis avoir manipulé la monnaie, pratiqué le dumping sur les marchandises, en parlant des États-Unis et de l'Europe. Bien sûr, ils vont essayer de ne pas laisser entrer, de tromper, mais plus ils continueront à faire leurs acrobaties, plus il y aura d'entreprises occidentales qui quitteront la Chine. Et sur quoi construire ? En Inde, au Vietnam, en Malaisie. Ils ne reviendront pas, pourquoi le feraient-ils ? Ils ont déjà commencé à investir de l'argent ailleurs. Voilà sur quoi les partis se sont mis d'accord pour l'instant.
Le plus important dont nous parlons maintenant, c'est l'ouverture de la Chine, et ils ont accepté de le faire. Mais il faudra du temps pour formaliser cela par des documents. Ce n'est pas facile à formaliser, mais c'est, selon moi, le plus important. Certains peuvent ne pas être d'accord. Quelqu'un dira que nous recevons beaucoup d'argent grâce aux droits de douane ou quelque chose comme ça. Mais vous savez, surtout si l'on tient compte de ce que nous avons déjà, parce que, n'oubliez pas, nous recevons déjà 50% sur l'acier et d'autres choses. Cela n'est pas inclus dans ces chiffres, donc vous pouvez l'ajouter. Mais le plus important pour moi, c'est l'ouverture. Je pense que ce serait formidable pour nos entreprises si nous pouvions entrer sur le marché et concurrencer la Chine. Ce serait beaucoup d'emplois pour la Chine, je pense, à un moment où, franchement, ils ne seraient pas contre avoir plus d'emplois. C'est donc un élément crucial que nous devons ajouter, comme nous en discutons. Donc, quand j'ai regardé Scott faire son discours l'autre jour, il me semble qu'il ne voulait pas le dire, mais j'ai pensé qu'il n'y avait rien de grave. On peut dire, si nous n'y arrivons pas, alors nous n'y arrivons pas. Mais si nous n'y arrivons pas, ce ne sera pas bien. Mais si nous réussissons, ce sera l'événement le plus important qui soit. Si on y réfléchit, nous avons ouvert notre pays à la Chine. Mais eux non. Ils ont très peu de restrictions pour venir chez nous. Mais nous ne pouvons pas aller chez eux aussi facilement. Pour moi, cela n'a jamais eu de sens. Ce n'est pas juste. Et ils ont accepté d'ouvrir complètement la Chine. Et je pense que ce sera formidable pour la Chine, je pense que ce sera formidable pour nous, et je pense que ce sera merveilleux pour l'unité et la paix. La Chine va suspendre et supprimer toutes ces barrières non monétaires, comme ils ont accepté de le faire. Il y en a beaucoup, mais encore une fois, pour moi, la chose la plus importante qui est sortie de cette rencontre, c'est qu'ils ont accepté. Nous devons maintenant officialiser par écrit l'accord d'ouverture de la Chine. Les négociations sont-elles terminées? Non. Est-ce que tout est déjà réglé? Non, non, bien sûr. Des problèmes, malentendus et ruses surviendront certainement. Mais l'essentiel est que le processus ait commencé. Autrement dit, les choses ne seront plus comme avant. À partir de là, à moins qu'il ne se passe quelque chose de totalement imprévu, il semble que maintenant ce ne sera qu'en progression. Et la Chine est intéressée par cela, comme nous le comprenons, bien plus que nous. Et maintenant, parlons de ce qui préoccupe de nombreux juifs américains, et pas seulement américains, les relations États-Unis-Israël, Trump-Netanyahou. Commençons par la vue d'ensemble et passons ensuite aux détails. Trump veut établir des relations dans le monde où les conflits se résolvent non pas par la force militaire, mais par des moyens économiques. C'est-à-dire pas avec des canons. C'est un vieux rêve de tous les gens clairvoyants. Notre technologie de guerre s'est énormément améliorée au cours des 300 dernières années. Des lances de Lucas, nous sommes d'abord passés aux mousquets et aux canons, puis aux avions et aux sous-marins. Et maintenant à la bactériologie, à la chimie et aux armes nucléaires. Un porte-épée très habile, je ne sais pas exactement comment il s'appelait, pouvait en une journée tuer 20 autres porte-épées moins habiles et s'effondrer d'épuisement. Aujourd'hui, on peut verser 100 mg d'une certaine solution dans un réservoir et aller jouer au tennis pendant que 2 ou 3 millions de personnes se tordent de convulsions. Notre technologie, la technologie de résolution des problèmes, est restée inchangée au cours des 6 derniers siècles millénaires. Quelque chose ne t'a pas plu? Tu prends une pierre, de préférence plus lourde, et tu frappes l'offenseur sur la tête. Mais maintenant, on peut frapper non pas un seul offenseur, mais tout un pays. Nous n'aurons pas à attendre longtemps, toi et moi, avant que cela ne se retrouve entre nos mains. Cela ne tombera pas entre les mains d'un possédé, d'un maniaque mortellement malade qui déciderait d'emporter avec lui dans l'autre monde tous les habitants de notre planète. Et vous êtes naïf si vous pensez qu'un maniaque malade n'arrive jamais au pouvoir. C'est justement là que la plupart des maniaques malades parviennent à s'infiltrer. Actuellement, en ce qu'on appelle le temps de paix, il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et jusqu'à 200 millions de personnes sont impliquées. L'Inde, le Pakistan, encore 2 milliards de personnes, Israël et les Arabes, encore 300 millions. Je ne parle même pas des massacres en Afrique. Soit nous apprenons à contrôler nos impulsions, soit bientôt il se peut qu'il n'y ait plus d'humanité.
Ni la Société des Nations, ni l'Organisation des Nations Unies n'ont pu rien arrêter ni changer. Les hommes, sans relâche et sans pitié, s'entretuant par les moyens les plus inhumains. Passons maintenant du général au concret. Proche-Orient, conflit entre sunnites et chiites. Et un autre conflit, Israël avec le monde arabe, le monde musulman. Aujourd'hui, l'Iran est l'instigateur principal des conflits majeurs. Nous ne parlons pas ici de ceux qui attissent les conflits en dehors du régime, car il est clair que la Chine et la Russie l'encouragent, mais plus précisément, disons, qu'au Proche-Orient. C'est l'acteur principal, comme on dit. En plus, il y a différents groupes qui ont besoin d'un ennemi, ou bien d'ennemis et de la guerre. Si l'on résout le problème de l'Iran et de ses relations avec le monde environnant, une partie des problèmes sera résolue. Donald Trump a déjà résolu la fuite d'Israël avec les sunnites. Il a simplement été arrêté. En 2020, il a été prouvé aux sunnites que, pour Israël, ils n'avaient besoin de rien d'autre que du commerce. B. Israël et ses technologies aideront leur pays à se développer plus rapidement que l'Iran. Les Farsides, c'est-à-dire les Perses, ont toujours été les plus intelligents en réalité. Et même sous les ayatollahs, ils restent ne plus capables que les nomades. Trump a montré aux sunnites que le triangle sunnite Israël-États-Unis leur est très avantageux, plus avantageux qu'une guerre contre Israël. Je pense qu'encore 1 an ou 2 et nous verrons encore 5 ou 6 pays, y compris l'Arabie saoudite qui va établir des relations commerciales et diplomatiques avec le gouvernement sioniste, oubliant complètement qu'il s'agit d'un gouvernement sioniste. D'ailleurs, les Arabes n'ont pas de parents plus proches sur la planète que les Ivris, qui sont aussi les Juifs, ceux que vous appelez les Hébreux. Avec l'Iran, c'est plus compliqué. Ils sont offensés, aigris, leur faiblesse ne leur laisse aucun repos. Pour cela, ils financent des organisations terroristes à travers le monde, surtout autour d'Israël. Mais ils détestent les Saoudiens tout autant, voire plus que les Juifs. Comment leur montrer que la paix et l'amitié, enfin l'amitié, peu importe l'amitié, la paix est bien meilleure pour eux que la guerre des mots et des actes? Que pouvons-nous faire pour eux, pour qu'ils en aient vraiment envie? Nous ne leur laissons pas oublier que notre train blindé est prêt à partir sur la voie de réserve et qu'il peut à tout moment passer de la voie de réserve à la voie principale. D'abord, il faut réinitialiser leur proxy. Il y a Kamask de Balakouti et peut-être une autre personne là-bas aussi. Pour que l'Iran sache qu'il est seul, ensuite il faut retourner la Syrie. Et la Syrie aujourd'hui est déchirée entre la Turquie et l'Iran et la Turquie, disons, les Perses et, disons, les Turcs. Ils sont des ennemis depuis de très nombreux siècles. Et il faut que la Syrie cesse de faire la guerre et commence à se consacrer à la reconstruction. Il faut montrer à l'Iran que la voie de la paix et du développement est bien plus avantageuse que le monde de la guerre et de la violence. Voici par exemple les Houthis. Ils se sont engagés à cesser de tirer sur les navires, et les Américains ont cessé de tirer sur eux. Le Hamas libère des otages et va entamer des négociations, et ses combattants intégrés seront retirés de la bande de Gaza assiégée. Ce n'est pas une vision naïve du monde, les gens cherchent tout et ce qui leur convient le mieux. Ils ne croient souvent pas que quelqu'un puisse faire quelque chose de positif, ou même que quelque chose de positif puisse leur arriver. Et ils reviennent à ce qu'ils faisaient auparavant, c'est-à-dire à la haine et au meurtre. C'est pourquoi Donald Trump essaie d'établir la confiance dans sa parole, dans ses promesses. C'est pourquoi, lors des négociations, il ne promet pas ce qu'il ne peut pas donner. C'est pourquoi un tel coup aurait été porté à sa réputation et à la politique de confiance si l'on avait découvert que Nathaniel Gevold préparait des plans d'attaque contre l'Iran. Si cela avait été divulgué, Donald Trump n'aurait jamais pu expliquer qu'il n'en savait rien. Donald Trump s'est fâché et en a voulu à Netanyahu. Ce qui se passait aurait pu empêcher Donald Trump de remodeler le monde. Son refus public de se rendre en Israël a montré à Israël, et aussi aux musulmans d'ailleurs, que Donald Trump n'était pas du côté d'Israël.
Bien sûr, nous sommes plus proches d'Israël que de n'importe quel autre pays. Mais du côté de l'établissement de la paix dans la région, comme Donald Trump, nous ne sommes pas du côté de l'Ukraine, même si nous fournissons des armes et d'autres aides à l'Ukraine, mais du côté de l'établissement de la paix en Europe de l'Est. Dans ce cas, Donald Trump, d'ailleurs, a montré que nous ne sommes pas du côté de l'Inde, nous sommes plus proches de lui que du Pakistan, et il est du côté de la cessation des meurtres et du désarmement. Lors de son voyage en Arabie Saoudite, Donald Trump a annoncé des négociations avec la Syrie et que, à la demande du prince héritier d'Arabie Saoudite, il a levé toutes les sanctions contre la Syrie. Et il va les aider à reconstruire le pays. Je comprends donc que c'est en échange de l'arrêt des attaques contre Israël, tout en leur promettant en même temps qu'Israël ne détruira plus rien en Syrie. La Syrie d'ailleurs est l'un des points sensibles et douloureux pour Erdogan, et cela plaira aussi à Erdogan. Sur le territoire turc, il y a actuellement, je ne me souviens plus exactement, soit 2, soit 3, voire peut-être même plus de millions de réfugiés syriens. Trump comprend parfaitement qu'Israël est obligé de se défendre et de répondre au feu. Mais démolir en réponse à un seul missile pour 21 milliards de dollars d'entreprises yéménites, d'aéroports, de ports et autres, et en plus sans le consulter, cela pourrait sérieusement nuire à ses plans grandioses. Trump devait montrer qu'il ne soutenait pas et, même sans venir, punissait Israël pour cette destruction au Yémen. Et pour l'élaboration de plans avec, pour ainsi dire, l'aide de l'assistant de Trump à la sécurité nationale sans que Trump le sache. Voilà, je pense que c'est toute l'explication du refroidissement entre Trump et Netanyahou. Trump fait quelque chose que personne n'a jamais fait avant lui. Il essaie de reconstruire le monde pour en faire un endroit plus amical pour les gens que ce qui a été construit au cours des 6 siècles de notre civilisation, de notre existence avec vous. D'ailleurs, notez un détail intéressant. D'ailleurs, faites attention à une chose intéressante. Comment les juifs orthodoxes soutiennent Trump alors que les réformistes, du genre libéraux en casquette, et les ultra-orthodoxes, eux, sont contre. Et des millions de juifs qui croient en l'alliance de Dieu, aux 10 commandements à Néobie. Et ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Ces gens soutiennent les efforts de Trump à 2 mains. Je ne suis pas orthodoxe, mais je suis absolument d'accord avec toutes les actions de Trump pour rétablir la paix sur la planète. Si quelqu'un ne trouve pas de solution au conflit, le monde s'autodétruira. Et s'il y a des survivants, ce seront les pygmées de l'Amazonie et les bushmen d'Australie. J'espère que cela n'arrivera tout de même pas. Au revoir.